Je suis ravi d'accueillir Jérôme pour une présentation sur la vision française de l'AMF. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous dire quelques mots. Alors, je dois dire, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai été un peu inquiété par le titre. Je me suis dit, c'est quand même une responsabilité considérable de vous exposer en un quart d'heure la vision française face aux enjeux internationaux de la finance durable, qui doit occuper à peu près la moitié du temps de cerveau disponible des équipes brillantes de l'AMF. Donc je ne vais pas essayer de faire le tour de tous les sujets. J'ai pensé que j'allais plutôt essayer de faire un focus sur 3 grands sujets qui me paraissent être les sujets prioritaires, en tout cas les sujets prioritaires du moment. Avant ça, peut-être, juste pour rappeler, la finance durable, ça reste une priorité stratégique. Je dis ça reste parce que ça fait longtemps que c'est une priorité stratégique de l'AMF. C'était déjà une des priorités stratégiques de notre précédent plan stratégique. Vous avez dû voir, pour la plupart d'entre vous, le plan stratégique que nous avons adopté l'année dernière. Nous avons réaffirmé le fait que la finance durable était un des 3 axes thématiques sur lesquels les services de l'AMF seraient particulièrement mobilisés, compte tenu des attentes politiques, mais aussi sociétales qui s'expriment autour de ce sujet. Évidemment, on hérite d'un agenda tellement foisonnant et complexe qu'on hésite à mentionner un sujet plutôt qu'un autre. Je trouve que c'est utile de faire un pas en arrière et de se dire, au fond, pourquoi est-ce qu'on fait de la finance durable ? Ça a l'air évident, je dirais, il y a 2 grands objectifs. Il y a un objectif qui n'est pas complètement dans nos mains, puis il y a un objectif qui est complètement dans nos mains et qui doivent nous guider dans la façon dont on envisage l'application des textes. L'objectif qui n'est pas dans nos mains, c'est l'objectif macroéconomique. C'est celui que vous entendez de la part des ministres. Ils disent, nous avons la transition énergétique devant nous, ça va coûter 3% du PIB d'investissement tous les ans, et donc il faut qu'on se mette en ordre de bataille pour réussir la transition. Alors là, je crois qu'il faut que nous, régulateurs, on soit modestes. Notre agenda finance durable est certainement un complément, il peut aider, mais le premier outil qui permettra de faire ça, c'est la fiscalité, la réglementation. Il faut le faire dans un partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé, parce que les ressources publiques ne sont pas infinies. Mais il est certain que la finance durable, qui est d'abord un agenda de transparence, ne suffira pas à générer une trajectoire macroéconomique qui nous place sur les objectifs de l'accord de Paris. Et puis il y a un deuxième objectif qui est plus habituel pour nous et qui est en même temps assez nouveau, je crois que Chloé a beaucoup élaboré dessus, qui est s'assurer que nous donnons aux épargnants français la capacité d'accéder à des produits qui correspondent à leurs préférences qui s'expriment plus uniquement dans l'univers du risque et de la rentabilité, dans l'univers financier dont nous avions l'habitude, mais aussi en termes de nature des actifs que leur épargne sert à financer, puisque les Français expriment très largement, quand on les interroge, des convictions assez fortes sur ce qu'ils veulent que leur épargne produise. C'est ces 2 objectifs, je dirais, qui doivent nous guider dans l'application de la réglementation, et je pense au niveau européen et international, il y a 3 champs pour lesquels chacun de ces objectifs peut être décliné, dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est les émetteurs, parce que c'est la mère de toutes les batailles. Le deuxième, c'est la donnée. C'est un sujet dont je sais qu'il préoccupe intensément l'industrie, mais nous préoccupe aussi très fortement. Et puis le dernier, peut-être le plus évident pour vous, c'est les produits. Alors je commence par les émetteurs. Les émetteurs, c'est un sujet un peu paradoxal, puisque c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de discussions internationales, précisément, alors même que vous savez qu'en matière de réglementation financière, c'est sans doute le champ qui est le moins internationalisé aujourd'hui. Alors pourquoi il y a eu beaucoup de discussions internationales ? Parce que les émetteurs, précisément, c'est là qu'on rencontre l'objectif macro. Et c'est là que, du coup, nous avons une discussion qui devient assez vite très politique. On l'a vu, par exemple, avec les débats entre l'approche européenne de CSRD en double matérialité et l'approche plutôt anglo-saxonne d'ISSB en simple matérialité, qui exprime vraiment une différence philosophique assez profonde de conviction du monde. Nous, AMF, nous nous étions positionnés en faveur de l'approche européenne, et je continue à penser que c'est la bonne approche. Je note d'ailleurs que quand on regarde les textes qui se prétendent être des textes en simple matérialité, il y a en fait beaucoup de matérialité à impact, notamment en matière climat dans ces textes. Pourquoi ? Parce que le principal risque financier pour un investisseur, et ça renvoie à ce que je disais sur l'aspect macro, c'est le risque réglementaire. Et donc évidemment, pour essayer d'appréhender quel risque financier on prend quand on investit dans telle ou telle entreprise, on a envie de savoir si demain il peut y avoir une réglementation industrielle, pas une réglementation financière,
qui va affecter son business model. Et ça amène tout de suite, en réalité, à une approche en double matérialité. Je suis convaincu que le monde finira par converger sur l'approche européenne, parce que c'est la seule approche qui est logique, au fond. Il n'empêche que nous avons à vivre avec une situation où l'Europe est partie un peu toute seule. Le reste du monde a fait des choix complètement différents. Et donc ça nous met face à un dilemme. Je dirais c'est le premier thème de l'action internationale de l'AMF sur lequel je voulais vous indiquer un peu nos orientations. Alors le dilemme, il est le suivant. Nous voulons conserver notre indépendance normative européenne. Je pense que tout le monde pourra être d'accord là-dessus. Mais en même temps, ça ne sert à rien de faire une réglementation émetteur dans l'objectif macro qui soit une réglementation purement européenne. Il faut donc, pour avoir l'espoir d'avoir des effets attendus, réussir à convaincre nos partenaires internationaux de s'engager eux-mêmes dans une réglementation émetteur. Et il faut que cette réglementation émetteur soit aussi cohérente que possible avec la nôtre. En principe, on pourrait dire on va y arriver, parce que finalement, il y a un socle scientifique là-dedans. On sait, et on devrait pouvoir se mettre d'accord sur la base de critères objectifs sur comment est-ce qu'on mesure les dommages environnementaux d'une activité industrielle, quelles sont les activités compatibles avec l'accord de Paris ou non compatibles avec l'accord de Paris. Je n'élabore pas sur les raisons pour lesquelles c'est très difficile à faire. Ça nous a amené à adopter une posture de soutien à l'idée qu'il fallait un standard international, et nous nous réjouissons à ce sujet de l'adoption en juin dernier au sein de IOSCO, de l'endossement plutôt des standards dits ISSB, en dépit du fait que ces standards sont construits selon une logique qui est assez différente de la logique européenne. Ça nous a amené aussi à accepter que nos propres standards doivent être élaborés avec un souci de compatibilité avec ces standards internationaux. C'est la thématique de l'interopérabilité sur laquelle l'AMF s'est exprimée très fortement en soutenant le principe de construire les standards européens avec un objectif de faire en sorte qu'on puisse, pour un émetteur européen, reporter selon des formats et des métriques qu'on retrouve définis identiquement dans les standards ISSB. L'objectif que nous cherchons à atteindre, c'est que pour les émetteurs, il puisse y avoir un seul cadre de reporting, selon la juridiction où ils sont établis, qui pourra être lu avec des lunettes différentes selon la localisation de l'investisseur. Mais à l'inverse, on a une ligne rouge. C'est une ligne rouge qui, je pense, devra continuer à être défendue, parce que ce débat n'est pas fini, qui est qu'on ne peut pas accepter une logique dans laquelle les standards ISSB deviendraient un socle qu'on importerait, et nous aurions au niveau européen la faculté de rajouter quelques fioritures par-dessus. Ça, c'est une logique qui, en fait, nous priverait à terme de notre autonomie normative et qui est complètement incompatible avec les objectifs qui ont toujours été les nôtres. Nous avons jusqu'à présent réussi à écarter ce risque, mais c'est un risque qu'on va certainement retrouver, puisqu'on va avoir des questions, notamment des questions d'émetteurs double côté, des questions d'émetteurs de pays tiers actifs dans l'Union, puisque la directive CSRD prévoit que les émetteurs de pays tiers actifs dans l'Union, qui ont une activité industrielle dans l'Union suffisamment importante, soient soumis au reporting de CSRD. Au plan domestique, la déclinaison des normes européennes va être notre principal défi. Et je dirais, dans ce domaine-là des émetteurs, l'AMF a porté un message très très clair dans son plan stratégique que je voulais répéter devant vous pour conclure cette partie-là, qui est que nous sommes dans une posture d'accompagnement des émetteurs, dans une posture dans laquelle nous entendons évidemment faire appliquer la réglementation, c'est notre règle, mais notre mandat, mais nous allons l'appliquer aussi strictement que possible. D'ailleurs, nous avons indiqué très clairement dans notre plan stratégique sur ce sujet-là, où il est particulièrement sensible, comme dans d'autres d'ailleurs, l'AMF avait fait le choix de plaider pour qu'il n'y ait pas de gold plating. Tout n'est pas entièrement dans nos mains, bien sûr, le législateur aura son mot à dire quand il fera la transposition de CSRD, mais pour ce qui est de l'AMF, en matière de finances durables, et c'est particulièrement, je pense, sensible dans la dimension émetteur, nous appliquerons les textes européens, tous les textes européens, sans faille, mais rien que les textes européens, avec l'objectif d'éviter de porter atteinte à la compétitivité de la place de Paris. Deuxième grand sujet, la data. Alors c'est un sujet qui occupe beaucoup la place. J'ai conscience que c'est d'abord pour beaucoup d'entités du secteur financier un sujet de coût, parce que toutes les réglementations auxquelles vous êtes assujettis vous amènent à devoir consommer de la data qui est produite par un petit nombre d'acteurs, dont la plupart malheureusement ne sont pas européens.
et qui sont en train de constituer un oligopole. Il y a les choses, je pense, assez directement. Et puis il y a un autre problème qui nous préoccupe, c'est l'intégrité de la data. On entend beaucoup dire, par tout un tas d'intermédiaires financiers, mais aussi par les émetteurs, que la qualité de la donnée qui est produite, y compris en ce qui le concerne, est totalement hors de leur contrôle. Alors je vais être très franc avec vous sur le premier problème, nos outils sont limités. C'est un sujet de concurrence. Je pense qu'il faut qu'on le garde en tête néanmoins dans les débats qu'on peut avoir sur les aspects vraiment de réglementation financière, parce que la réglementation financière, on le sait, elle génère des barrières à l'entrée. Et donc, nous, notre intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une offre européenne en matière de data qui émerge, si possible une offre privée. Et ça, pour le coup, ça n'est pas complètement indépendant des considérations qu'on peut avoir en matière de concurrence. Il ne faut pas qu'on crée un texte qui aboutisse en fait à tuer toute possibilité pour des nouveaux entrants de se développer sur ce sujet-là. Ce qui est par contre pleinement, je pense, dans notre mission, c'est le deuxième volet, le volet intégrité. Parce que ça, nous sommes habitués à faire ça. D'ailleurs, c'était l'objectif qui était le nôtre quand nous avons publié le règlement sur les agences de notation. Il fait un petit peu chaud chez vous. Et c'est une question que nous retrouvons totalement à l'identique dans ces débats sur la donnée ESG. C'est un sujet dont on entend parfois dire qu'il va devenir moins important avec CSRD. Moi, j'ai plutôt l'impression inverse. Je pense que les volumes de reporting qui sont demandés aux émetteurs sont tels et c'est tellement complexe qu'en fait, les émetteurs vont être obligés de recourir d'autant plus à des fournisseurs de données pour respecter leurs propres obligations réglementaires. Et donc, je pense que le sujet va devenir plutôt encore plus stratégique. Nous saluons du coup la proposition que la Commission européenne a publiée il y a très peu de temps sur les notations ESG. Et j'ai sur cette proposition 3 grands messages. Premier message, le scope est trop étroit. La Commission a fait un choix qui est de ne s'intéresser qu'aux fournisseurs de notation au sens strict. Or, l'essentiel du problème n'est pas chez les fournisseurs de notation, il est chez les fournisseurs de données. Et qui plus est, les objectifs du règlement, notamment en matière d'intégrité de la donnée, de qualité de la donnée, ils s'appliquent dès lors que vous êtes en train de faire des estimations, dès qu'il y a un élément de jugement ou des questions de méthodologie qui entrent en ligne de compte dans la manière dont vous produisez des données, on tombe sur des questions qui ne sont en substance pas très différentes de celles qu'on trouve quand on tombe sur une notation. Alors bien sûr, la notation ESG, c'est très différent de la notation de crédit. On n'a pas pour objectif de normer la méthodologie. Et je pense qu'il faut qu'on évite surtout de rentrer dans un débat comme celui-là. Mais par contre, il faut qu'on élargisse la portée du règlement, au moins pour la dimension transparence méthodologique, à l'ensemble des fournisseurs de données, dans l'objectif de garantir l'intégrité de la donnée. Deuxième débat, le rééquilibrage des pouvoirs entre les fournisseurs de données et les émetteurs. Nous entendons des émetteurs et même des fournisseurs de services financiers qui sont clients de fournisseurs de données nous expliquer que parce que ces fournisseurs de données exercent un certain pouvoir de marché, ils ne sont pas en capacité de discuter les méthodologies, de challenger une conclusion un peu rapide, voire ils sont soumis à des phénomènes de chantage. C'est inacceptable. Il faut donc que la réglementation impose des règles de conduite qui permettent de rééquilibrer les relations entre les fournisseurs de données et leurs clients, ainsi qu'avec les émetteurs. Nous pensons que ce point-là devrait être susceptible d'attirer une certaine attention. Et puis, dernière question, et là ça renvoie à ce que je disais sur la concurrence au début de cette partie, la question des pays tiers, des émetteurs, des fournisseurs de données étrangers. Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, les gros fournisseurs de données, ils ne sont pas européens. Et donc, si on veut que le règlement ESG soit effectif, qu'il ait une utilité quelconque pour assainir le marché de la donnée dans l'Union européenne, il faut qu'on trouve une solution pour rendre opérante non seulement les exigences du règlement, mais la supervision vis-à-vis des fournisseurs de données de pays tiers. De ce point de vue, la proposition de la Commission, qui est copiée du règlement Benchmark et qui prévoit une gradation de régime, nous paraît assez nettement insuffisante. Elle ne nous donne pas la garantie que nous serons effectivement en mesure d'exercer des actions de supervision vis-à-vis des fournisseurs de données. Et il est très clair dans la proposition de la Commission qu'elle n'a pas pour objectif en particulier d'amener la localisation des équipes techniques qui sont pourtant les interlocuteurs dont nous avons besoin pour pouvoir opérer une véritable supervision au sein de l'Union. Donc nous pensons que sur ce point aussi, le règlement devra être modifié.
J'en viens à mon troisième sujet, les produits. Alors les produits, c'est un sujet beaucoup plus vaste. S'il y a une priorité européenne qui vient spontanément à l'esprit en matière de produits, c'est la question de la labellisation des supports d'investissement et de l'applicabilité de SFDR. J'imagine que vous en avez parlé lors de la précédente séquence. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un système européen qui s'est organisé sur la base du règlement SFDR, qui est très peu informatif pour l'épargnant. Alors je suis, à titre personnel, pas aussi négatif que certains, au sens où, malgré tout, en dépit des errances, des reclassifications, moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a aujourd'hui des cas flagrants de classification qui, de manière évidente, justifierait que nous, on ait une action d'enforcement. Ce qu'on a beaucoup, c'est des cas un peu zone grise et surtout des pratiques éminemment divergentes. Or, ça, c'est quand même un problème pour l'épargnant, parce que ça veut dire que l'épargnant qui achète un produit article 8 ou article 9 auprès de tel ou tel fournisseur achète un produit qui, en fait, est très différent. Nous avons eu des discussions avec des acteurs de la place, notamment pour essayer de comprendre comment ils évaluaient la notion de durabilité au sens du règlement SFDR. Et on a constaté que on pouvait avoir, pour un indice donné, des pourcentages d'actifs durables qui variaient dans des proportions que j'aime autant ne pas mentionner, parce qu'elles vous inquiéteraient. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à terme ? Je pense qu'il faut qu'on évite deux écueils. Il faut qu'on arrive à faire en sorte d'avoir une gradation de produits simple et homogène pour l'investisseur. Bon, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. On a d'ailleurs notre solution domestique en France avec la doctrine de l'AMF qui a remarquablement assaini le marché, bien sûr. La difficulté est de se mettre d'accord sur l'approche méthodologique qui va nous permettre d'arriver à ça. Il faut qu'on évite de donner à l'investisseur une information trop complexe, parce que je ne pense pas qu'on puisse espérer que l'investisseur notamment l'investisseur de détail, va être capable d'utiliser une information très très riche. Et de ce point de vue-là, j'ai les plus grands doutes sur l'utilité de l'ensemble des disclosures et même des disclosures qui, à mon avis, sont franchement inutiles, notamment celles qui sont au niveau du producteur. Nous avons fait avec nos collègues une proposition concrète d'introduction de standards minimaux. Je pense qu'il faut qu'on puisse discuter de cette question au niveau européen. Je dirais que si on devait, dans la prochaine mandature européenne, n'ouvrir qu'un seul texte, à mon sens, ce serait celui-là qu'il faudrait ouvrir. On peut plaider à bon droit que nous avons hérité d'une masse de réglementations en matière de finances durables qui sont tellement épaisses et dont la mise en œuvre va prendre du temps qu'il faut éviter de rouvrir trop de textes. Mais celui-là, on est confronté à une situation qui ne peut être qu'instable. Je mentionne un mot sur la question de transition, parce qu'elle est très à la mode. Je pense qu'il y a une critique fondée et une critique infondée sur la notion de transition. La critique infondée, c'est celle que j'entends parfois, qui consiste à dire « nous avons un cadre de la finance durable dans l'Union qui est incapable de donner un contenu à cette notion parce que vous avez fabriqué la taxonomie c'est 3% de l'économie européenne, et donc c'est beaucoup trop exigeant, tout ça ne peut pas intégrer la notion de transition ». Je pense que cette critique est franchement fausse. Elle est fausse d'abord parce qu'il y a une notion de transition dans la taxonomie, c'est celle qui a permis d'intégrer dans la taxonomie le gaz et le nucléaire. Elle est fausse ensuite parce qu'elle repose sur un seul indicateur de la taxonomie, l'indicateur de chiffre d'affaires, alors qu'il y a aussi un indicateur de CAPEX, qui est une autre façon d'approcher la notion de transition. Et donc je crois que la taxonomie est tout à fait capable en réalité d'intégrer la notion de transition. Pour autant, je crois qu'il y a un élément qui est tout à fait fondé dans cette notion, c'est que la taxonomie, par construction, elle est binaire. Et donc la vraie question qu'il faut se poser à mon sens, c'est plutôt est-ce qu'on est prêt à... Comment on fait pour enrichir l'information qu'on donne à l'investisseur sans la rendre trop complexe?
Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a peut-être de la place, effectivement, pour des notions de transition, ou même une labellisation de transition, qu'on avait d'ailleurs proposé dans le papier de position que j'ai mentionné tout à l'heure, mais qui est dans une optique un peu différente, et qui est plutôt de dire, plutôt que d'avoir des produits durables et des produits pas durables, on va vous dire à l'intérieur des produits pas durables ce qui est franchement horrible et ce qui est moins horrible. C'est ça le message qu'on cherche à passer. Et j'attire d'ailleurs l'attention de tous sur le fait que la difficulté politique, je pense, de la notion de transition, c'est que ça veut dire qu'on va, d'une certaine façon, accorder une sorte de plus à des émetteurs ou des activités qui sont non compatibles avec l'accord de Paris, puisque c'est la base technique sur la base qui a servi à déterminer les activités éligibles à la taxonomie. Ce qui, je pense, est quand même assez loin d'être anodin. Je conclus, parce que je n'ai pas regardé ma montre, mais je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti, pour dire que vous voyez que j'ai été très très loin de couvrir tous les sujets. Je pense qu'ils sont... c'est très foisonnant cet agenda. Je voudrais conclure en disant deux choses sur les aspects domestiques, puisqu'on m'a demandé de parler de l'international, mais après tout, nous sommes aussi un superviseur. Sur les sujets domestiques, le message que l'AMF essaie de porter dans son plan stratégique pour la partie finance durable, c'est que notre posture va combiner deux dimensions qui, a priori, paraissent difficiles à combiner. Nous serons inflexibles quant à la bonne application de la réglementation, et notamment, nous ne nous interdisons rien lorsqu'il s'agira de lutter contre le greenwashing. Mais nous serons bienveillants vis-à-vis des émetteurs et de la population assujettie au regard de l'extrême complexité et du foisonnement du paysage réglementaire dont nous héritons de la précédente mandature. Premier message. Deuxième message, cohérent j'espère avec le premier, nous sommes conscients de l'enjeu de compétitivité que peut constituer la finance durable aujourd'hui. C'est un enjeu défensif, c'est pour ça que nous avons clairement dit nous ne ferons pas de gold plating parce que ce serait nuire à l'attractivité de la ville de Paris, de la place de Paris, mais nous espérons aussi, et c'est le chapeau que la présidente de l'AMF a souhaité mettre dans notre plan stratégique, que le fait que Paris soit une place intègre, grâce à un régulateur exigeant, c'est un atout de compétitivité pour l'avenir, y compris dans ce domaine. Et vous savez que la finance durable, c'est un domaine où l'Union européenne a pris de l'avance. Et donc, nous avons aussi une chance que nous pouvons partager avec vous. Je vous remercie.